Bonjour, nous allons voir ensemble une mise au point sur l'orientation diagnostique devant une image radio claire des maxillaires. Il faut savoir que les lésions osséolytiques des maxillaires sont assez fréquentes et se manifestent souvent par une clarté radiologique. Elles peuvent alors correspondre à des kystes odontogènes inflammatoires dysembryonnaires dentaires ou dysembryonnaires osseux ou à des tumeurs bénignes ou malignes d'origine dentaire ou non. Seul l'interrogatoire, l'examen clinique et l'expérience du praticien permettent de s'orienter vers l'une ou l'autre de ces possibilités diagnostiques et d'opter ainsi pour une prise en charge thérapeutique optimale. L'objectif de ce travail est de mettre d'abord en évidence les images lacunaires normales afin de pouvoir les différencier des lésions radiculaires des maxillaires, et ce en mettant ou en déterminant les critères diagnostiques afin d'établir une orientation diagnostique et thérapeutique. Les lésions radiculaires des maxillaires sont très fréquentes et de nature extrêmement variable. Leur découverte fait suite à 3 situations distinctes. La première situation, c'est la découverte fortuite où le patient est allé récemment consulter un dentiste et le cliché panoramique dentaire réalisé lors de cette consultation atteste la présence d'une image radiculaire des mâchoires. La deuxième situation, c'est que le patient a des doléances particulières concernant la sphère oromaxillofaciale, telles qu'une tuméfaction, des douleurs, des déplacements ou mobilité dentaire, un écoulement nauséabond, où l'examen clinique bien conduit fait envisager un bilan radiographique de type panoramique dentaire qui découvre une image radio claire sur le maxillaire ou la mandibule. La troisième situation, c'est que le bilan radiologique a été demandé dans le cadre d'un contrôle post-opératoire ou de la surveillance systématique à distance de la prise en charge chirurgicale lésionnelle initiale, et où le praticien découvre alors une image osséolytique qui peut signer une récidive lésionnelle, une cicatrisation osseuse hétérogène du lit osseux opéré ou l'apparition d'une lésion de caractéristiques cliniques et radiologiques différentes de la lésion initiale. Alors les signes d'appel sont en général discrets, surtout tant que la lésion reste dans des volumes modestes et qu'elle n'est pas en période inflammatoire. Cependant, on peut assister à des douleurs qui sont exceptionnelles en dehors des périodes de surinfection. On peut assister aussi à des voussures osseuses. Il sera nécessaire dans ce cas de faire préciser par le patient s'il y a une notion de rapidité d'évolution. Quelques signes dentaires comme l'absence inexpliquée d'une dent sur l'arcade, des rotations, des inversions localisées, des mobilités sans cause apparente, le changement de teinte d'une dent, la perte de vitalité inexpliquée, etc. Des signes très rares de compression des organes de voisinage peuvent être présents, tels que l'anesthésie ou paresthésie dans le territoire du 5-3. Afin que l'étude des signes radiologiques soit la plus rationnelle possible, il est nécessaire de les classer dans des items bien distincts. Alors, on va voir ensemble donc les images lacunaires normales, la localisation de la lésion, la densité et la texture de l'image. On va voir seulement les images radiculaires avec notion mono-géodique ou plurigéodique. Les images radio opaques et mixtes ne sont pas traitées dans ce travail. Nous allons voir aussi les caractéristiques des limites de la lésion, le rapport avec des tissus avoisinants, le rapport avec les dents, le rapport avec les organes de voisinage et le nombre de lésions sur l'ensemble des maxillaires. Alors, en ce qui concerne les images lacunaires normales, certaines images lacunaires observées sur la radiographie sont le reflet de particularités anatomiques, comme par exemple la projection de foramen, comme celui du nerf mentonnier au voisinage des apex des prémolaires mandibulaires, ou celui du nerf nasopalatin entre les racines des incisives centrales maxillaires qui peuvent évoquer une lésion périapicale. Les prolongements d'un sinus maxillaire procident se projettent sur les racines des molaires maxillaires peuvent parfois créer des difficultés diagnostiques. Sur un cliché panoramique, la superposition des images du dos de la langue, comme dans ce cas par exemple, et du palémo peut générer des radioclartés au niveau des angles mandibulaires. Et aussi des lacunes post-opératoires peuvent provoquer des radioclartés piégées, surtout quand on fait des résections osseuses dans le cas de dents de sagesse incluses. Alors, en ce qui concerne la localisation de la lésion, quelques rares lésions ont une localisation caractéristique, telles que les kystes péricoronaires ou dentigères avec son rapport caractéristique d'attache au collet d'une dent incluse. Alors, le kyste périapical appendu à la racine d'une dent non vitale et en continuité avec son desmodonte élargi. Le kyste du canal nasopalatin situé entre les racines des incisives centrales maxillaires. Le kyste globulomaxillaire en forme de carte de cœur renversée située entre les racines de l'incive latérale et de la canine maxillaire, les tumeurs nerveuses le long du trajet du nerf alvéolaire inférieur, le chondrome dans la région du condyle mandibulaire. D'autres se rencontrent plus fréquemment dans certaines localisations préférentielles sans pour autant être toujours situées dans ce secteur, comme la méloblastome à l'angle mandibulaire,
le sémentoblastome, les fibromes amyloblastiques dans la région prémolaire mandibulaire. Et la lacune essentielle, la lacune de Staphne, se rencontre également dans la zone prémolaire, mais aussi assez fréquemment dans les régions symphysaires mandibulaires. Alors, pour la densité et la texture de l'image, il faut savoir que la radioclarté au sein d'une structure osseuse correspondant à un phénomène d'osséolyse plus ou moins important qui va se traduire par une image d'intensité variable allant du gris au noir presque absolu. Le gris correspond à une radiotransparence faible évoquant une lésion lacunaire entre des corticales encore épaisses et le noir signant une destruction plus importante du tissu osseux avec un amincissement des corticales jusqu'à la disparition de l'une ou de l'autre, voire les deux, dans le cas de noir quasi absolu. Pour les lésions uniloculaires, si la lacune est uniloculaire de radioclarté homogène et à contour net, on évoquera plus fréquemment un kyste inflammatoire radiculodentaire ou résiduel, un kératokyste, un amyloblastome monogéodique ou encore bien d'autres tumeurs osseuses. Alors, en ce qui concerne les lésions multiloculaires, donc ces lésions multiloculaires sont soit formées de lobules séparés plus ou moins accolés ou bien il existe dans la lumière des cloisons de refend, on parle d'image en nid d'abeille, ou bien elles sont formées de nombreux petites lobules, on parle d'aspect de bulles de savon. Mais lorsque les cloisons disparaissent par fusion des lobules, il persiste une vaste géode à bord festonné. Si cette évolution classique évoque souvent un améloblastome, la dernière image de géode festonné est aussi celle du kératokyste. On peut aussi signaler que lorsque les cloisons forment des angles droits, on évoquera plutôt le diagnostic de myxome ou de fibromyxome. L'image de petites lacunes polyédriques tassées les unes contre les autres peut faire évoquer aussi le diagnostic de granulome à cellules géantes. Alors, petite remarque, c'est que les images en nid d'abeille avec de petites lacunes arrondies, de taille et de tonalité inégales, qui bien que n'étant pas typiques, peuvent évoquer parfois un angiome des maxillaires. Les caractéristiques des limites de la lésion. Donc, ces critères permettent de classer les lésions plutôt en faveur de la bénignité ou la malignité. Une lésion bénigne se caractérise par une image bien limitée avec souvent un liseré de condensation radio-opaque. A l'inverse, une lésion de type agressif se caractérise par un contour irrégulier, mal défini, des bords flous, une absence d'ostéocondensation entourant la lésion. Pour le rapport avec les tissus avoisinants, la lésion, donc avec les corticales osseuses, il faut savoir que la tumeur bénigne va progressivement déformer la corticale osseuse, puis la détruire jusqu'à la perforer parfois, et que cette perforation se singularise par une radioclarté intense incluse dans une image radioclaire de plus grande étendue. Mais la tumeur restera toujours incluse dans une coque conjonctivo-périostée. Les tumeurs malignes, par contre, vont, elles, détruire plus rapidement les corticales. Il y a peu de déformation, le périostée détruit également. Puis, il y a un envahissement des parties molles, le scanner ici et l'imagerie de choix. Alors, une remarque, dans le cas de la lacune de Staphne, la destruction de la corticale mandibulaire linguale est due à la glande salivaire submandibulaire. Cette lacune est souvent reconnaissable par son image radioclaire homogène nette, arrondie ou ovalaire, ou encore située au bord inférieur de la branche horizontale proche de l'angle et toujours sous le conduit du nerf alvéolaire inférieur. Alors, une réaction périostée spéculée en rayon de soleil ou en feu d'herbe est caractéristique d'une lésion rapidement évolutive et agressive, impliquant une forte suspicion de malignité. Ces images seront principalement observables en imagerie tridimensionnelle. En ce qui concerne l'extension partie molle, ce type de réaction se rencontre habituellement dans les extensions des tumeurs malignes, carcinomes et sarcomes, mais peut parfois être visualisé dans certaines tumeurs bénignes, et notamment avec les amyloblastomes qui sont très agressives. Là aussi, l'imagerie tridimensionnelle sera déterminante. Alors, par rapport aux dents, donc avec la couronne d'une dent incluse, si la lésion est en rapport avec la couronne d'une dent intraosseuse, le diagnostic de kyste dentigère est facilement évoqué. Mais il faut être vigilant car bon nombre de tumeurs se situent souvent au voisinage des dents retenues et principalement de la dent de sagesse mandibulaire, dans le cas par exemple du kératokyste, du kyste périapical de la deuxième molaire ou l'amyloblastome. Le signe à rechercher est de départ de la lésion à partir du collet de la dent. La racine se trouve toujours dans l'os, la couronne dans la lumière du kyste et le scanner permet de lever l'ambiguïté. Avec les apex des dents, une rhizalyse légère et classique dans les kystes périapicaux. Elle peut être très marquée dans de nombreuses tumeurs bénignes,
plus ou moins agressive et en principe, elle signe la bénignité de la tumeur. Très rare, dans les tumeurs malignes, elle peut cependant se rencontrer, comme par exemple dans les plasmocytons mâles. À l'inverse des lyses apicales, on pourra rencontrer donc des appositions de substances calcifiées comme dans le cas de sémantomes. Tandis qu'avec les dents adjacentes, en dehors des phénomènes de résalyse, le refoulement des racines dentaires est le signe de toutes les lésions bénignes, kystes ou tumeurs. Alors pour le rapport avec les organes de voisinage, d'une manière générale, les tumeurs bénignes déplacent les organes repoussant leurs limites alors que les tumeurs malignes les envahissent. C'est le cas des cavités, sinus maxillaire, fosse nasale, mais aussi des nerfs et des vaisseaux sanguins. Alors quand il s'agit des lésions isolées ou multiples, la grande majorité des lésions rencontrées ont un caractère unique sur l'ensemble des deux maxillaires. Parfois l'association de plusieurs images sur un même panoramique révèle du hasard. Mais dans d'autres cas, la multiplication des images lésionnelles sur les deux maxillaires peut être évocatrice de pathologies particulières, comme le syndrome de Gorlin, associant plusieurs kératokystes, ou encore le chérubisme, dont les images souvent impressionnantes sont très évocatrices. Alors, en conclusion, je dirais que les lésions radioclaires des mâchoires sont fréquentes et le plus souvent de nature odontogène et bénigne. Mais leur fréquence recouvre aussi une très grande diversité lésionnelle d'agressivité et de pronostic variable. D'autre part, d'autres affections non tumorales revêtent des aspects radiographiques superposables comme une infection qui peut présenter des aspects différents selon son stade évolutif ou son degré de maturation. Ainsi, une image radioclaire d'apparence banale peut cacher une lésion rare odontogène ou non, ailleurs histologiquement intriquée, dont la non-reconnaissance initiale débouchera sur une surveillance non adaptée et de possibles récidives ultérieures au pronostic défavorable. Je vous remercie pour votre attention.